Et si la plus grande révolution africaine de ce siècle avait commencé, non par une déclaration de guerre, mais par un mot de code silencieux? Imaginez une nuit moite à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. L'air est chargé, non de peur, mais d'une tension sourde, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans ce silence électrique, un homme concentre toutes les attentions. Ibrahim Traoré, président le plus jeune du monde, à peine la trentaine, s'apprête à déclencher un plan B secret. Pas d'armée en marche, pas de soulèvement brutal. Non. Ici, la résistance s'organise autrement. Dans l'ombre, par la discrétion, l'infiltration patiente, l'influence silencieuse au cœur du pouvoir. C'est dans les détails quotidiens que tout se joue, dans une vigilance constante et des gestes millimétrés. Par exemple, une réunion nocturne dans une salle faiblement éclairée, où des conseillers passent en revue les alertes de cybersécurité, rappelle la scène d'un film d'espionnage moderne. Mais ici, c'est la réalité qui dicte le scénario. Le Burkina Faso, pays de 22 millions d'âmes, ose défier un colosse. Le système mondial, qui pèse des milliers de milliards grâce au contrôle des ressources naturelles, des flux financiers et à la main invisible du néocolonialisme. Cette fois, la riposte ne passe ni par les armes, ni par les discours fracassants. Elle se construit, pierre après pierre, par la transparence, la réforme, la confiance citoyenne et la surveillance interne. Songeons à la lutte du Ghana pour reprendre le contrôle de ses ressources en cacao, ou à la bataille du Nigeria pour nationaliser une partie de ses raffineries de pétrole. Partout, le même schéma, affronter la toile invisible des intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, mesure la fragilité de son trône. Chaque décision peut renforcer la souveraineté ou, au contraire, livrer son pays aux influences extérieures. Dans les couloirs feutrés du palais, la tension est palpable. Chaque geste, chaque mot, chaque silence compte. Ici, un simple mot de code peut suffire à enclencher un réseau d'alertes, de mesures de sécurité, d'alliances secrètes et de mouvements stratégiques. Le but ultime, protéger la souveraineté sans tirer un seul coup de feu. C'est une partie d'échecs où chaque pion compte et où l'échec d'un mouvement peut coûter une décennie de progrès. Ce duel avec le néocolonialisme n'est pas qu'une affaire d'État. Il concerne l'avenir d'un continent entier. Perdre, c'est risquer de replonger dans l'exploitation, l'humiliation, la dépendance. Gagner, c'est offrir aux générations futures un destin choisi, un contrôle réel sur les richesses, une dignité retrouvée. Mais chaque hésitation, chaque trahison, chaque erreur peut tout faire basculer. La moindre fuite, la moindre faille, et la domination étrangère reprendrait ses droits. L'histoire l'a montré en République démocratique du Congo, lorsque la disparition de Patrice Lumumba a ouvert la voie à des décennies d'instabilité et de pillage. Alors, comment un homme, entouré de 22 millions de voix, peut-il tenir tête à un empire aux ressources quasi infinies? Par l'influence, la patience et la réforme systémique, Ibrahim Traoré tente de redéfinir la puissance à l'ère moderne. Ici, la guerre n'est plus celle des armes, mais celle des perceptions, de l'information, du contrôle invisible. Pensez à la révolution des œillets au Portugal ou au mouvement de Solidarnosc en Pologne. La résistance, parfois, s'organise dans les esprits avant de s'incarner dans les rues. Mais pour saisir la portée de ce défi silencieux, il faut revenir aux origines. Pourquoi et comment l'Afrique s'est-elle retrouvée sous la coupe de ce système mondial? Pour comprendre, il faut plonger dans les racines profondes du contrôle historique et économique du continent. La conférence de Berlin, à la fin du XIXe siècle, a redessiné la carte du continent sans consultation de ses peuples, ouvrant la voie à plus d'un siècle d'exploitation planifiée. Remontons le fil du temps pour comprendre comment le continent africain est devenu le terrain de jeu des puissances mondiales. Tout commence bien avant la naissance d'Ibrahim Traoré, dans les méandres complexes de l'histoire coloniale et de la course aux richesses. À l'image de la traite négrière transatlantique, où des millions de vies ont été arrachées à leurs terres, chaque période a vu naître de nouvelles formes de domination. Le silence de la nuit africaine n'est pas celui de la paix, mais le résultat de décennies de domination invisible.
Ce calme trompeur masque une histoire qui se répète, chaque époque réinventant ses chaînes. Depuis l'ombre de Patrice Lumumba jusqu'à l'héritage de Thomas Sankara, les peuples d'Afrique de l'Ouest affrontent une lutte incessante pour leur souveraineté, génération après génération. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, avait tenté, dans les années 80, d'instaurer une économie autocentrée et une gouvernance transparente, mais sa disparition brutale a marqué l'arrêt de cet élan. Autrefois, les chaînes étaient forgées par la force, visibles dans la brutalité des soldats et la présence étrangère. Aujourd'hui, elles sont tissées dans l'obscurité des contrats, dans des accords secrets et sous l'influence rampante de réseaux économiques et politiques. Les ressources stratégiques, énergie, minerais rares, infrastructures, sont devenues le cœur battant de la domination moderne. Les pipelines, les mines, les routes, autant d'artères par lesquelles circule le pouvoir, mais aussi la dépendance. Le Niger, par exemple, exporte de l'uranium essentiel pour le parc nucléaire français, mais la population nigérienne n'en voit qu'une infime partie des bénéfices. La guerre a changé de visage. Elle ne s'affiche plus sous le bruit des armes, mais agit dans le silence des bureaux. Les multinationales négocient loin des regards, orientant les marchés, façonnant les politiques. Dans l'ombre, la désinformation s'insinue, sapant la confiance, divisant les sociétés, brouillant la vérité et affaiblissant toute résistance collective. Pensons à la récente vague de désinformation lors des élections au Kenya, où des campagnes sophistiquées ont tenté de manipuler l'opinion publique en faveur de certains candidats, rappelant les interférences étrangères observées en Occident lors du Brexit ou de l'élection américaine de 2016. Le néocolonialisme, désormais, avance masqué. Il infiltre les institutions, séduit les élites, verrouille l'accès à la richesse par une profusion de clauses et d'obligations cachées. Les chaînes sont invisibles, mais elles n'en sont pas moins réelles, resserrant leur étreinte à chaque signature, à chaque compromis accepté, sous la menace du chaos. Cette stratégie rappelle celle du plan Marshall, appliqué en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Sous couvert de reconstruction, elle liait économiquement les pays bénéficiaires aux intérêts des États-Unis, mais dans le cas africain, les contreparties sont souvent encore plus opaques et restrictives. La manipulation psychologique est devenue une arme silencieuse. La peur du désordre, l'illusion d'une aide salvatrice, la promesse d'une stabilité vendue à prix fort, tout sert à maintenir la dépendance. Un seul contrat, un prêt ou un partenariat peut lier une nation pour des décennies, confisquant ses ressources et bridant ses ambitions. Regardez l'exemple de la Zambie, étranglée par sa dette envers la Chine, qui a dû céder des pans entiers de son réseau ferroviaire et de ses mines pour honorer ses engagements. Ou encore la Grèce, en Europe, qui a perdu une partie de son autonomie budgétaire après la crise financière de 2010. Le risque est immense. Tant que ces mécanismes restent dissimulés, l'Afrique demeure prisonnière d'un système qui assèche ses richesses et étouffe sa dignité. La souveraineté ne se limite pas aux frontières. C'est une bataille quotidienne pour le contrôle de l'information, des ressources et du récit collectif. On se souvient du cas du cacao ivoirien, où les prix mondiaux sont fixés à Londres ou à New York, bien loin des producteurs locaux qui peinent à vivre de leur travail. Pour rompre ce cercle, l'indignation ne suffit plus. Il faut comprendre les rouages subtils de cette domination, déchiffrer les signaux faibles et reconstruire une vigilance partagée. La véritable lutte se mène désormais derrière des portes closes, là où se jouent les destins dans le silence des négociations et la pénombre des couloirs du pouvoir. Les réunions du G20 ou du FMI, par exemple, voient rarement la présence de voix africaines fortes, capables d'imposer un agenda favorable au continent. Dans ce contexte opaque, le Burkina Faso s'avance à la croisée des chemins. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, une nouvelle génération tente de briser ces chaînes invisibles. Une scène emblématique. Un comité populaire discute, dans une salle de classe reconvertie, des moyens de surveiller les dépenses publiques. Une jeune femme, issue d'une association de quartier, propose d'ouvrir un site web où chaque citoyen pourrait signaler des malversations anonymement. Ce sont ces initiatives, modestes en apparence, qui tissent le filet d'une souveraineté retrouvée. La menace a changé de visage. Elle ne vient plus seulement des frontières,
mais s'insinue dans chaque foyer, chaque message, chaque rumeur. Les réseaux sociaux, autrefois symboles de liberté, deviennent parfois des vecteurs de division ou de panique. Il suffit d'une vidéo manipulée, d'un faux communiqué, pour semer le doute et paralyser l'action publique. Aujourd'hui, le Burkina Faso affronte une triple offensive, insidieuse et redoutable. Premièrement, l'infiltration interne. Des réseaux tapis dans l'ombre, parfois issus du pays lui-même, infiltrent les institutions, manipulent, corrompent, sapent la confiance. L'ennemi n'est plus seulement à la porte, il se glisse dans les couloirs du pouvoir, infecte les circuits financiers, sème le doute jusque dans les décisions les plus discrètes. C'est ce que redoutait déjà le général de Gaulle lors de la libération de la France. La résistance doit d'abord se prémunir contre les collabos de l'intérieur. Deuxièmement, la guerre psychologique et informationnelle déferle sans relâche. À travers rumeurs, fausses alertes, cyberattaques et campagnes de déstabilisation, la réalité devient malléable. Chaque image, chaque vidéo, chaque tweet se transforme en arme. En quelques battements de cœur, la confiance s'effondre ou se reconstruit. Désormais, la légitimité du pouvoir se joue moins sur le terrain militaire que dans la maîtrise du récit public. C'est ce qui a été observé lors des printemps arabes. La chute de régimes pourtant solides s'est jouée sur la viralité des slogans et des images. Troisièmement, la lame des opportunistes et des mercenaires frappe dans la confusion. Des acteurs extérieurs, appuyés par des forces occultes, profitent du chaos pour servir leurs desseins, piller les ressources, manipuler les alliances, tester la vigilance nationale. Le moindre relâchement ouvre la porte à la prédation. En Sierra Leone, lors de la guerre civile, des sociétés militaires privées ont exploité l'instabilité pour s'emparer de mines de diamants au profit de commanditaires étrangers. Face à cette triangulation toxique, Ibrahim Traoré riposte par une stratégie inédite, l'opération Forteresse. Il engage le pays dans une défense sur 3 axes, contrôle physique du territoire, sécurisation des flux d'informations, consolidation morale de la nation. Ici, il ne s'agit plus seulement de soldats ou de frontières, c'est la bataille pour la vérité, la résilience et la maîtrise du récit collectif. Comme en Israël, où le service militaire universel vise à impliquer toute la société dans la défense nationale, le Burkina Faso encourage la participation citoyenne à la sécurité. La société civile et les médias locaux deviennent alors des piliers essentiels. Ce sont désormais les citoyens qui portent la vigilance, les écoles, les radios communautaires, les réseaux associatifs qui diffusent la résistance. L'éducation à la manipulation, à l'esprit critique, s'instille dans la vie quotidienne. Le peuple apprend à questionner, à protéger le fil ténu de la confiance nationale. Il n'est pas rare de voir, dans les villages, des débats publics où les jeunes questionnent les responsables locaux sur l'origine des fonds pour tel ou tel projet, ou sur la légitimité de certaines décisions. Car si la vigilance faiblit, ce n'est pas seulement l'instabilité qui guette, mais le risque d'une perte de souveraineté, d'une dissolution de l'État. Les règles du jeu changent sans cesse, ne laissant aucune place à la naïveté ni à la complaisance. Dans la Yougoslavie des années 90, la désagrégation du tissu social sous la pression de l'influence étrangère a mené à la guerre civile. Le Burkina Faso ne veut pas suivre ce chemin. Au-delà de l'urgence, une expérience inédite se forge sous pression. Le Burkina Faso invente, au cœur de la tourmente, un nouveau modèle de défense de la souveraineté africaine. Ce modèle inspire déjà des voisins. Au Niger, des comités citoyens analysent les dépenses liées à l'uranium, tandis qu'au Mali, des campagnes de sensibilisation contre la désinformation connaissent un succès croissant. Mais l'opération Forteresse n'est pas sans coût. Chaque victoire intérieure exige des sacrifices, et l'équilibre reste fragile. Par exemple, la lutte contre la corruption a mené à la mise à l'écart de hauts fonctionnaires parfois compétents, créant des tensions dans l'administration. La population doit aussi parfois supporter des restrictions, comme l'instauration de couvre-feu pour prévenir les attaques ou les manipulations nocturnes. 2 voies s'ouvrent devant le Burkina Faso, chacune porteuse d'un avenir radicalement différent pour l'Afrique tout entière. Le pays se tient au seuil d'un choix qui façonnera bien plus que ses propres frontières, céder à la pression étrangère
ou rallumer la flamme d'une émancipation qui pourrait gagner tout le continent. Ce choix a un écho dans l'histoire. Lors de la décolonisation, certains pays ont accepté une indépendance nominale sous tutelle, tandis que d'autres, comme l'Algérie, ont choisi la voie d'une lutte longue et coûteuse pour une souveraineté réelle. Dans le premier scénario, celui d'une soumission renouvelée, les puissances extérieures reprennent progressivement la main. Sous couvert de partenariat et d'aide au développement, des institutions internationales imposent leur rythme, étouffant toute velléité de changement profond. Les réformes s'enlisent dans la bureaucratie, la surveillance se resserre et l'autonomie promise s'évapore dans la toile d'accords opaques. Les ressources, du coton à l'or, repartent vers des marchés contrôlés depuis l'extérieur. La population, elle, ressent la morsure de la déception. Chaque avancée semble annulée par des mécanismes invisibles, scellés dans des contrats qui échappent à la volonté du peuple. C'est ce qu'a vécu l'Argentine lors de la crise de 2001, contrainte de céder à la pression du FMI malgré la colère populaire. Mais un autre futur est possible. Si la résistance l'emporte, le Burkina Faso trace la voie d'une souveraineté affirmée. La réussite de ces réformes inspire le Mali, le Niger et d'autres pays voisins. Ensemble, ils bâtissent l'Alliance des États du Sahel, une coalition fondée sur la coopération et le refus de céder leur destin. Dans cette dynamique, l'influence extérieure recule face à une solidarité inédite. Le modèle burkinabé devient un catalyseur. Chaque victoire entraîne une onde de choc, incitant d'autres capitales à sortir de l'ombre du statu quo. Désormais, l'Afrique ne se contente plus de survivre. Elle propose un récit neuf où la transparence et la réforme deviennent ses armes les plus redoutables. Ce processus rappelle la communauté économique européenne née de la volonté de quelques États de bâtir une paix durable et une prospérité partagée après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la route reste dangereuse. Les menaces d'instabilité persistent, tentatives de manipulation médiatique, pressions économiques, divisions internes. Mais à chaque péril correspond une possibilité, celle d'un sursaut populaire, d'une renaissance civique et d'un nouveau rapport de force où l'Afrique dicte enfin ses propres règles. L'exemple du Botswana, qui a su préserver ses ressources diamantifères par une gestion transparente, prouve qu'une alternative est possible. Aujourd'hui, la vitesse de la prise de conscience dépasse celle de la force brute. Une idée, un discours, un exemple traversent les frontières plus vite que n'importe quel convoi armé. Cette contagion de la volonté populaire pourrait bouleverser à jamais les équilibres mondiaux. Les printemps arabes, la vague de Black Lives Matter, ou encore les révolutions de couleur en Europe de l'Est, démontrent que la soif de dignité et de justice trouve toujours des canaux pour se propager. Le pari est colossal. Le destin de millions d'individus oscille entre l'émancipation authentique et le retour à la dépendance. Il s'agit de conquérir ou de perdre la maîtrise de son futur, d'écrire ou non une page d'histoire où l'Afrique devient enfin actrice de son propre destin. Le Rwanda, après le génocide, a choisi une reconstruction axée sur l'éducation et l'innovation, devenant un modèle pour toute la région. Le Burkina Faso, à sa manière, s'inscrit dans cette lignée d'exemples inspirants. Mais ce choix n'appartient plus seulement aux élites. Il repose désormais sur une société civile en éveil, capable de transformer l'essai ou d'en payer le prix. Ce sont les femmes du marché de Ouagadougou qui, par leur solidarité, organisent des caisses de soutien pour les familles en difficulté. Ce sont les jeunes ingénieurs qui développent des applications mobiles pour rendre compte en temps réel des travaux publics. Ce sont les enseignants qui forment à l'analyse critique des médias. La souveraineté ne se décrète pas dans les textes, elle se façonne au quotidien, dans les rues, les écoles, les réseaux. Au Burkina Faso, la réforme n'est plus un slogan, mais une réalité mouvante. Ici, chaque citoyen devient artisan d'une indépendance concrète, vécue à chaque instant. Lors d'une réunion de quartier, il n'est pas rare que des habitants remettent en question la gestion des fonds d'un projet, forçant les responsables à plus de clarté et de rigueur. Première clé, la transparence budgétaire. Chaque franc est désormais surveillé, chaque dépense passée au crible. Des institutions civiles robustes émergent, tandis que les contrats miniers et d'infrastructures sont audités par des experts du pays, formés pour débusquer les pièges de la dépendance,
restaurer une économie au service des Burkinabés. À l'image du Chili, qui a mis en place une commission indépendante pour surveiller ses contrats de cuivre, le Burkina Faso s'outille pour ne plus être le jouet des intérêts étrangers. La frontière entre civils et militaires s'efface. Communautés, jeunes, vétérans, unissent leurs forces pour la sécurité, l'économie, la gouvernance. L'armée ne veille plus seule. Un tissu social solidaire, vigilant, protège l'avenir commun. Dans certains quartiers, des patrouilles citoyennes complètent le dispositif officiel, et les informations circulent rapidement en cas de menace. Les bénéfices économiques sont palpables. Les ressources ne s'envolent plus vers l'étranger, mais dynamisent l'agriculture, la santé, l'éducation. L'emploi fleurit, chantiers publics relancés, coopératives villageoises multipliées. Justice économique, l'or, le coton, la terre profitent enfin à la majorité, non à une élite lointaine. Sur un marché de Bobo-Dioulasso, on voit désormais des produits locaux concurrencer les importations et des jeunes entrepreneurs lancer des start-up dans le recyclage ou l'énergie solaire. 4 principes guident tout. Confiance, transparence, responsabilité, transfert réel du pouvoir au peuple. Sans confiance, rien ne tient. Sans transparence, l'État redevient opaque. Sans responsabilité, les mêmes erreurs ressurgissent. C'est une révolution des mentalités, plus profonde que celle des lois. C'est à l'école, dès le plus jeune âge, que l'on apprend désormais à respecter l'intérêt général. Mais tout repose sur un fil, la confiance citoyenne. Si elle vacille, les réformes s'écroulent, la subversion menace, l'espoir d'indépendance s'éteint. Les leçons du passé, au Libéria ou en Côte d'Ivoire, rappellent qu'une société fracturée ne peut résister aux pressions extérieures. Pourtant, le Burkina Faso devient modèle. Ce laboratoire social inspire d'autres nations africaines. Jeunes, associations, collectivités observent, s'approprient, innovent. La bataille de la souveraineté ne se joue plus à Ouagadougou seulement, mais sur tout le continent. Au Sénégal, une plateforme citoyenne s'est inspirée de l'expérience burkinabé pour surveiller les dépenses électorales et lutter contre la corruption. La question demeure. Ces avancées, bâties sur la mobilisation populaire et la réforme systémique, résisteront-elles aux pressions extérieures, à la guerre d'influence, à la tentation du retour à la force brute? L'histoire, pleine de rebondissements, ne garantit rien, mais elle enseigne que le progrès est toujours le fruit d'une vigilance tenace et d'une volonté commune. Mais derrière chaque victoire, l'ombre du doute plane encore. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être de l'Afrique, se joue maintenant dans la capacité à maintenir ce fragile équilibre. Une erreur, une division, et le système adverse saurait exploiter la faille. Mais une persévérance, une solidarité accrue, et la voie vers une indépendance authentique pourrait s'ouvrir durablement. Dans un monde où chaque vérité s'arrache pixel par pixel, ta voix pèse plus lourd que tu ne l'imagines. Partage un article, questionne une rumeur, encourage la transparence. Autant d'actes anodins qui, répétés à l'échelle d'une nation, font basculer le rapport de force. Aujourd'hui, au Burkina Faso, s'ouvre un nouveau chapitre. Ce n'est pas le récit d'un coup d'État fracassant, ni d'une révolution de façade, mais celui d'une insurrection invisible, portée par la vigilance, la lucidité et le courage d'un peuple qui ne baisse plus les yeux. Les chaînes du passé se sont effritées, mais celles de l'opinion et de la dépendance étrangère restent redoutables. À l'image des peuples baltes qui, par leur chaîne humaine, en 1989, ont défié l'URSS par la seule force de leur unité, le Burkina Faso cherche son propre chemin d'émancipation pacifique. Le combat pour la souveraineté ne se livre plus seulement dans les rues ou derrière des portes closes. Il se joue désormais dans les histoires qu'on partage, dans les regards qu'on ose porter sur le pouvoir, et surtout dans la conscience qui s'éveille chez chacun. Chaque citoyen, chaque spectateur, chaque mot a la force de briser l'omerta et de révéler ce que d'autres voudraient cacher. La presse indépendante, les réseaux sociaux, mais aussi la littérature et le cinéma, deviennent alors des armes de résistance. Se résigner, c'est accepter que l'histoire s'écrive sans toi, dictée par des mains lointaines. C'est abandonner la dignité, l'indépendance
et les rêves de millions de jeunes. Mais s'engager, même par une question, par un récit partagé, c'est entrer dans l'arène et devenir acteur d'un avenir souverain, d'un continent qui refuse de plier. Chacun se souvient du nom du général de Gaulle en 1940 ou du « Yes we can » d'Obama. Ce sont des mots, mais des mots qui ont changé le cours de l'histoire. La puissance de l'Afrique ne réside plus dans la confrontation armée, mais dans sa capacité à reprendre la main sur son histoire, à surveiller ses institutions, à réformer et à mobiliser l'énergie collective. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, c'est la conscience partagée, la mémoire vive et la volonté farouche de bâtir une réputation nouvelle pour son pays, sa communauté et soi-même. Les exemples de Mandela ou de Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, rappellent que la transformation profonde naît toujours d'un engagement citoyen obstiné. Alors, que choisis-tu? Fermeras-tu les yeux ou rejoindras-tu ceux qui refusent la résignation? Interroge les récits dominants, encourage la différence, partage ta vision. Parce que sur le champ de bataille de l'information, chaque mot compte. Il trace les contours du futur. Un like, un commentaire, un partage. Ce sont les petits cailloux qui pavent la route de la souveraineté. L'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un pays. C'est celle d'un continent entier qui attend que ses enfants reprennent la plume. La souveraineté ne se réclame pas, elle se conquiert, et tout commence ici, maintenant, avec toi. N'attends pas demain pour bâtir aujourd'hui ce que tu veux voir fleurir pour les générations à venir.